Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Dans vos poches. Francis Gosselin avec vous pour la prochaine heure. On, évidemment, parle avec notre bon ami Pierre-Olivier Zappa, comme à chaque émission. Bonjour Pierre-Olivier. Salut mon ami. Et écoute, il y a eu toutes ces histoires autour d'Air Transat. Des gens qui ont vu, évidemment, leur plan en voyage perturbé par ce conflit de travail. Je voulais pas tellement parler du conflit en tant que tel, mais ça a évidemment engendré une réflexion un peu plus vaste là, de ton côté, notamment concernant les difficultés des entreprises aériennes. On a vu Air Canada l'année dernière, c'est maintenant autour d'Air Transat. Puis Dieu sait qu'aux États-Unis, il y a aussi énormément de complexité. Puis un des fils rouges là, au croisement de tout ça, c'est qu'il y aurait à l'horizon là, des prochaines années une pénurie de pilotes. Et je voulais un peu t'entendre là-dessus. Comment est-ce possible? Quand on est jeune, je pense qu'il y a comme 2 ou 3 métiers de rêve. Oui, astronaute, policier, pompier. astronaute, pompier, pilote d'avion. Et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de jeunes qui s'intéressent à ce métier-là, pas seulement chez nous au Québec, mais partout à travers le monde. Et ça a fait dire à Boeing, dans un rapport très récent sur les perspectives du secteur de l'aviation jusqu'en 2044, qu'il va manquer grosso modo 600 000 pilotes à l'échelle mondiale pour réussir à soutenir la croissance du transport aérien. Puis seulement en Amérique du Nord, il risque d'en manquer, Francis, pas loin de 120 000 d'ici 2044. Alors, on voit, avec les conflits de travail chez nous au Canada, le débrayage des pilotes d'avion, on voit justement le symptôme d'un contexte qui est quand même assez préoccupant pour une industrie qui connaît une forte croissance, c'est qu'on va manquer de bras. Puis on va manquer de bras pas seulement dans le cockpit, pour l'entretien des avions également. Il y a une grave pénurie de techniciens qui se profilent à l'horizon. Même à l'intérieur de l'avion, les agents de bord, c'est pas un métier facile, ça. On a vu aussi des débrayages récemment, entre autres chez Air Canada. Il va manquer 1 million d'agents de bord à travers le monde d'ici 2044. Il va falloir trouver ces gens-là pour servir les passagers à l'intérieur des appareils. Et là, au risque de dire quelque chose d'un peu impopulaire, c'est quand même particulier. J'ai l'impression que depuis 20 ans, les prix dans le transport aérien ont pratiquement pas bougé. Moi, je me rappelle très jeune, là, à peine sorti là, de la maison à 18 ans, un billet pour aller à Paris, c'était 600-700 $. Eh bien, cette année, un billet pour... On parle des billets vraiment au plus bas, mais c'est encore 700 $. Et je me dis, coudonc, le prix du pétrole a beaucoup augmenté. Pénurie de pilotes, il faut augmenter les salaires. Puis on le voit, là, les offres salariales chez Air Transat, on parlait d'augmentation de 50 60 59 de même, les agents de bord, comment est-ce que c'est possible? Tôt ou tard, il va falloir payer pour tout ça comme consommateur. Et là, tu as raison. Je vais te prendre l'exemple d'un vol que j'ai pris pour l'Espagne en famille cet été. J'ai payé, imagine-toi, moins cher ce billet d'avion en Espagne qu'il y a une dizaine d'années avec ma conjointe sans enfant. Et ça s'explique par... Évidemment, il y a le facteur où on a moins de services quand on vole. Le prix du billet coûte moins cher, mais t'as pas un repas... t'as pas nécessairement un repas de la qualité que t'avais il y a 10 ans. Tu dois payer tes petites pinottes. Si tu payes tes pinottes. Après ça, vous avez une valise? Ben oui, je voyage, j'ai une valise. Ah ben, vous allez payer 150 de plus. Donc t'as tous ces frais-là qui s'accumulent par-dessus celui du prix du billet d'avion. J'ai peut-être pas en tête le coût des pinottes, là, mais on parle d'augmentation de 59 % sur des salaires de pilotes qui gagnent 200 000 $. Il faut avoir dans tabarouette des pinottes là, pour compenser. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour moi, tous les coûts augmentent. Puis oui, on peut gruger un peu là, dans la qualité de l'expérience, mais à la fin, tôt ou tard, il va falloir que le prix des billets reflète cette augmentation des coûts. Puis je veux dire, je suis pas là en train de dire qu'il faut faire augmenter le prix du transport aérien, mais j'ai l'impression que payer plus cher. C'est un peu inévitable, c'est ce que je veux dire. Là. Oui, ce l'est pas seulement chez nous, partout. Écoute, regarde depuis un an, tu as LATAM Airlines, grosse compagnie en Amérique latine, il y a eu un débrayage des pilotes. Regarde Safe Air en Afrique du Sud, débrayage des pilotes. Il y a un conflit entre les pilotes et l'employeur chez Lufthansa en Europe. Il y en a eu un chez Transat, il y en a eu un chez Air Canada. Donc, tu vois la multiplication de ces conflits-là qui sont le reflet d'une chose, les travailleuses et les travailleurs de ces entreprises aériennes ont le gros bout du bâton à l'heure actuelle
et ils le savent très bien. Et souviens-toi, il y a quelques années, Air Canada avait essayé d'acheter Transat. Ben, la véritable raison, là, Air Canada ne voulait pas acheter des Boeing, des Airbus, une marque de commerce. Il voulait acheter des pilotes. Il voulait acheter des pilotes, puis il voulait acheter moins de concurrence sur le marché canadien pour légitimer les prix. Une hausse de prix et augmenter des marges de profit. Bon, je suis pas fou, au moins. Non. Tu vois-tu des solutions un peu pour ça? Je veux dire, écoute, je vais te faire une petite confidence. Moi, je suis je suis un adulte, mais qui reste un peu enfant dans son cœur. Et il y a quelques années, pandémie, je sais pas quoi, mais tu sais, je me disais, pilote d'avion, coudonc, tu sais, il y a pire. Je me suis dit, changement de carrière à 35-40 ans. C'est pas facile comme redirection de carrière. Non. Ça coûte excessivement cher, la formation initiale. Là, on parle de dizaines de milliers de dollars, là, presque entre 100 000 entre 80 et 100 000 pour devenir un pilote de ligne commerciale. Ça, c'est en énorme. plus pendant que tu te fais former, tu ne travailles pas. Là, je veux dire, moi, j'ai quand même une carrière là, qui roule. Fait que là, tu prends un an sans salaire, tu payes 100 000 puis ensuite, au sortir de l'école, tu n'es pas payé 300 000 là, sur des A380 qui font des 16 heures de suite. Tu commences sur des petits avions de Cambrousse, là, payés à peu près le salaire minimum. Là, c'est difficile à récupérer cet investissement-là. Avec le temps, éventuellement, là, tu peux progresser sur des appareils de plus en plus gros, puis oui, finir à des très bons salaires, mais ça implique comme une décennie là, de sacrifices. De gros sacrifices. Financiers importants. C'est peut-être plus facile quand tu as 20 ans de se lancer dans cette trajectoire-là, mais si l'objectif, c'est d'attirer peut-être des gens plus tard dans la vie, c'est clairement pas la bonne façon de procéder. Et j'en ai jasé récemment avec des gens du secteur du transport aérien, des représentants, entre autres, pour ce qui est des entreprises régionales. Puis ce qu'ils me disaient, c'est qu'à un moment donné, peut-être que l'État devrait en faire plus. Il y a qu'un seul programme, à ma connaissance, public de formation pour des pilotes au Québec. Alors, il existe de l'aide financière, mais c'est sous forme de prêt de la part d'institutions privées. Que tu vas aller travailler avec un salaire très, très faible. C'est pas comme si tu étais capable de rembourser 100 000 de prêt, d'élever une famille, de t'acheter une... C'est pas comme si tu étudiais pour devenir médecin ou dentiste. Non, c'est ça, exactement. C'est pas le même salaire d'entrée. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il pourrait y avoir des formations publiques pour l'industrie, ou est-ce que le gouvernement pourrait subventionner une partie de la formation des pilotes? Je sais qu'il y a des initiatives privées qui se multiplient. Je vais donner l'exemple de Nolinor. Nolinor fait de la formation. S'il y a un de ses employés qui lève la main et qui dit « Moi, je veux devenir pilote », ben, ils vont l'accompagner s'il est sélectionné et il va pouvoir, à terme, décrocher son diplôme grâce au financement de l'entreprise. Donc, l'entreprise va payer pour son parcours. Un contrat de 10 ans. Là. J'ignore les conditions. Calcul, là, il y a probablement, disons, quelques années de service. On te paye la formation et tu fly chez Air Canada. Avec Alors, ça passe par des initiatives du secteur privé, mais peut-être éventuellement par un coup de pouce de la part des gouvernements. Parce que c'est ce qui est un peu paradoxal finalement, parce que tu dis ces chiffres, 600 000, 120 000 en Amérique du Nord, oui, les chiffres semblent grands, mais en même temps, 100 000 personnes à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'est personne. Je veux dire, ça coûterait pas 50 milliards à régler. Ouais. Là. On parle à l'échelle de budget des États-Unis, du Canada et du Mexique combinés, c'est après la virgule. Il me semble qu'avec un peu de bonne volonté, ça serait pas très complexe à régler comme situation. Absolument. Et pourtant, on est un peu aux prises là, avec les contre-coups de cette pénurie, comme on le voit actuellement. Puis comme tu nous prédis finalement que ça risque de continuer. Ça risque de continuer, puis ce ne sera pas à l'avantage des voyageurs qui vont devoir s'attendre, comme tu le vois dans ta boule de cristal, à payer plus cher. Puis d'ailleurs, tu vois, l'action d'Air Canada, depuis la pandémie, ne s'est pas relevée à la Bourse de Toronto. Celle de Transat s'est écroulée depuis ses sommets. Alors, on est dans un secteur aérien qui traverse de grosses zones de turbulence chez nous au Canada. Très intéressant. Pierre-Olivier Zappa, comme toujours, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À bientôt. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. On accueille notre invitée. Elle est au milieu de toute cette affaire qu'a lancé le journal ces derniers jours. Un dossier quand même assez étoffé sur les successions au Québec. Il y en a pour tous les goûts, de tous les angles. J'y ai contribué un texte. Ghislain y a participé. Emmanuel également. Et je vous dis qu'elle est au cœur de ça. Pas qu'il y ait de problème, mais au contraire, elle apporte peut-être des solutions. Maître Stéphanie Bourassa de chez Bourassa
Bourassa, notaire. On a parlé beaucoup de vous en préparation du dossier. Vous êtes mentionné, vous avez été interviewé. Pourquoi? Parce qu'évidemment, dans ce dossier des successions, il y a un acteur, il y en a plusieurs, mais un acteur qui est crucial, ben, c'est le notaire. Et puis donc, peut-être avant de se lancer dans les problématiques, là, j'aimerais un peu vous entendre. Là, on parle souvent d'aller voir le notaire pour faire son testament, son mandat en cas d'inaptitude. Est-ce que ça se limite à ça? Comment, peut-être une question un peu générale, là, mais pour le public qui nous écoute, c'est quoi le rôle du notaire là, dans toute cette affaire de succession? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Dites-nous en quelques mots votre expertise là, à cet égard. Le notaire, en fait, peut accompagner le client dès le début. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'il est à l'aise de prendre en charge ou pas dans une succession. Donc, lorsque la personne décède, évidemment, on a besoin du certificat de décès, on doit faire les recherches testamentaires et on doit obtenir le testament s'il y a. Si on n'a pas ces 3 éléments-là ou ces 2 éléments-là, évidemment, à ce moment-là, on ne peut pas entamer et commencer à faire des procédures pour régler la succession. On doit vraiment avoir la preuve que la personne est décédée. Souvent, il y a des gens qui nous contactent pour qu'on règle une succession, mais on a juste un avis de décès. On n'a pas le certificat de décès du directeur de l'État civil, qui est le papier bleu, si je peux vulgariser, qui ressemble au certificat de naissance, mais c'est un certificat de décès. C'est à l'autre bout, effectivement. Donc, à partir de là, c'est là qu'on va pouvoir faire un dossier de succession, soit de A à Z, soit qu'on fait des éléments sporadiques dans le dossier selon qu'est-ce que le liquidateur, les héritiers vont nous mandater. Le notaire, on le dit souvent, est un acteur, comme je le disais, clé dans la préparation du testament. Et je l'ai dit moi-même souvent, mais des fois, j'ai l'impression de parler un peu à travers mon chapeau. Je disais à qui voulait bien l'entendre là, sur différentes tribunes, quand vos circonstances de vie changent, il faut refaire le testament. Hein? Qu'on se marie, qu'on se sépare, qu'on ait des enfants, etc. Y a-t-il d'autres choses qui m'échappent, des grandes étapes? Et puis, est-ce que... vous en donnez? Est-ce qu'il faut à chaque fois repayer des centaines et des centaines de dollars, Stéphanie Bourassa, ou est-ce qu'on peut changer 3 lignes? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous revoir tous les 2 ans au fur et à mesure? Oui. Ben, en fait, qu'est-ce qui est plate en premier, c'est qu'il faut qu'on sache que la population, 1 personne sur 2 a un testament. Donc, c'est vraiment pas la majorité des gens qui ont un testament. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à mettre sur notre liste des tâches à faire un peu plus plates, si on veut, que les gens mettent de côté, mais ô combien qui est important et qui simplifie la vie des gens. Au premier trimestre 2026, hein, c'est là qu'il faut l'inscrire, cette tâche, Stéphanie Bourassa. C'est hyper important. Puis qu'est-ce que vous dites? Vous avez nommé des plus grandes lignes, des plus grandes étapes de vie, mais qu'est-ce que nous, on suggère et on conseille aux clients, c'est que si on a un conjoint, une conjointe, si on s'est marié, si on a des enfants, si on a une propriété, déjà avec ces éléments-là ou un de ces éléments-là, on doit absolument faire un testament et un mandat de protection, évidemment. S'il y a des changements, qu'une de ces personnes-là, ben finalement, n'est plus dans votre entourage, elle est rendue inapte, elle est décédée, ou on n'est tout simplement plus avec cette personne-là, on est séparés, à ce moment-là, on doit refaire notre testament. Et évidemment, il y a des coûts à ça. C'est normal que ça coûte des sous parce que à l'époque, on faisait un codicile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on avait un premier testament qu'on avait fait chez le notaire et après ça, on retournait pour faire des modifications. Donc, ce n'est plus une pratique courante dans les bureaux de notaire de faire des codiciles parce que au moment du décès, on doit lire l'Ancien Testament et nommer et lire le Nouveau Testament, le codicile, les amendements. Donc, on dit qu'on avait fait hériter telle personne, mais maintenant, c'est telle autre personne qui hérite. Donc, ça a créé beaucoup trop de litiges que c'est souvent payé à même la succession et que ça coûte des centaines de millions de dollars des fois ou des milliers de dollars. On veut pas ça. Je peux vous dire, ça coûte des fois des millions de dollars. C'est quand même... mais ça peut coûter des milliers de dollars. On veut pas ça. Donc, on refait un testament. Si la personne revient, évidemment, dans la même étude de où qu'elle a fait le testament, on va pas refaire de A à Z les mêmes frais, les mêmes coûts et tout ça, mais oui, il y a des coûts, évidemment. On va donc faire plus une mise à jour, mais ça va être un nouveau testament à part entière. Donc définitivement un nouveau testament. Possiblement en s'inspirant des éléments. On lit seulement le dernier testament.
Très, très intéressant. J'aime beaucoup ça, le langage-là, le Premier Testament, l'Ancien Testament. J'ai l'impression d'être dans une conversation religieuse avec une notaire. Une des raisons pour lesquelles on a parlé de vous, Maître Bourassa, c'est qu'en fait, un enjeu au Québec, avec les régions notamment, c'est l'accès aux notaires. Il y a été cas notamment de la Gaspésie, là, où certains disent faire 200, 300 kilomètres de route pour pouvoir justement voir un notaire et faire certaines de ces étapes cruciales, que ce soit avant le décès ou suite à un décès et de gérer la succession. Il y a un véritable enjeu d'occupation du territoire, d'accès à la pratique notariale au Québec. Et vous avez été l'une de celles qui a fait quand même, j'ai envie de dire, c'est peut-être des bonnes affaires, mais aussi œuvre utile en même temps. Donc, vous êtes porté acquéreur notamment de cabinets pour continuer d'offrir les services notariaux, notamment à Gaspésie. Parlez-nous un peu de votre expérience par rapport à tout ça. Est-ce que c'est vraiment aussi pire qu'on le dit, là, cet accès à la pratique au Québec en dehors des grands centres? Je peux vous dire que même à Montréal, c'est une problématique. Là, c'est pas juste en Gaspésie à notre étude là-bas. J'ai même des gens qui partent de Gatineau pour venir nous voir à Montréal parce que c'est quand même une réalité au Québec qu'on a une pénurie de notaires. Donc, on en a plus à Montréal, mais on a quand même une plus grande demande. Il y a des gens de Québec qui viennent nous voir, soit à Montréal, soit à notre bureau de Gaspésie. Il y a des gens de la Gaspésie qui viennent faire justement des 200 kilomètres vraiment pour venir nous voir. C'est notre réalité, autant dans notre bureau à Montréal qu'à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie. Donc oui, c'est vraiment c'est une difficulté que les notaires vivent actuellement. Et en région, en Gaspésie, on a eu plusieurs notaires qui ont vraiment essayé de contribuer à ce qu'il y ait plus de notaires qui viennent dans la région, qui viennent s'installer. Mais c'est une réalité qui dure depuis des années et des années. Donc, nous, on a pris cette décision-là, moi et mon collègue Laurent, de s'établir en Gaspésie. Tous les deux, on n'habite pas là, mais on savait que c'était une réalité, il y a un besoin et un enjeu. Puis ça nous touchait, cette situation-là. On voulait vraiment aider les gens. Donc, on a repris une étude d'un notaire qui a fait une réorientation de carrière totalement. Super bon notaire, super gentil, mais pour lui, il s'est réorienté carrément dans un autre domaine. Donc, nous, on a repris cette étude-là, puis on a desservi les clients. Il y avait des clients, ça faisait 2 ans qui attendaient pour faire leur testament. Il y en avait que, justement, le règlement de succession, ça avait été mis sur la glace depuis belle lurette, si je peux me permettre, parce qu'il n'avait pas accès à un notaire, puis il n'était pas capable de se déplacer non plus dans d'autres bureaux de notaires qui étaient trop loin pour lui et pas assez accessibles. C'est quand même intéressant. Puis j'ai comme ça m'étonne comme économiste parce que j'aurais envie de dire, on sait qu'il va y avoir, j'estimais là, dans l'article que j'ai écrit, 850 000 décès dans la prochaine décennie. Il y a 3900 notaires au Québec. Je me dis, coudonc, j'ai peut-être envie de devenir notaire. Moi, il y a comme un bon filon presque assuré pour ce métier-là. Je pense qu'il y a une manière de bien gagner sa vie. Comment ça se fait que ça soit aussi peu... comment ça se fait qu'il n'y en ait pas 2 fois plus, Maître Bourassa? C'est des bonnes questions. Je devine que la Chambre des notaires n'a pas besoin du Journal de Montréal là, pour lui apprendre la problématique. Là. C'est-à-dire, est-ce que des efforts sont déployés pour justement augmenter le nombre puis la disponibilité des notaires, notamment en région? Oui, le conseil d'administration à la Chambre, c'est le conseil d'administration qui a des gens les plus jeunes qui siègent au conseil d'administration. Ça, c'est une des premières fois que ça arrive. Donc ça, je pense que c'est quand même assez intéressant. De mon propre avis à moi, quand on fait notre bac en droit, la plupart des gens qui nous enseignent, c'est des avocats. Donc, notre profession n'est pas vraiment promue. On voit que c'est vraiment le fun d'être un avocat. On parle beaucoup de la profession d'avocat, mais on ne promouvoit pas vraiment la profession de notaire. On se fait pas enseigner par des notaires. Donc, c'est difficile pour les gens de se faire une tête de c'est quoi être un notaire. Donc, ça, la Chambre fait quand même un effort, mais je pense qu'il devrait avoir un plus gros changement, selon moi, fondamental de la promotion de notre profession.
Aussi, une des problématiques, puis ça, je pense que c'est pas juste dans la nôtre, c'est dans plusieurs autres entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire de la gestion. Donc, on est peut-être 3900 notaires, mais il y en a beaucoup qui sont en pratique non traditionnelle et ils ne sont pas en pratique privée. Donc, ça, c'est une problématique. Ils sont pas à l'aise, les jeunes notaires, de signer des actes notariés. À chaque année, on a une gestion de dossier, on a une lourdeur que la Chambre nous impose à avoir dans notre tenue de dossier qui s'en vient quand même assez très lourde. Puis on a beaucoup de dossiers. Donc, c'est sûr que c'est pas tous les notaires qui sont prêts à prendre cette lourdeur-là puis de gérer à terme le dossier si on veut. C'est une réalité pour nous. Aussi, on a des notaires en pratique. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé? J'ai pas entendu. Non, on vous écoute, Mme Bourassa, pardon. OK, parfait. On a aussi la problématique, ça c'est un super sujet, que si vous êtes économiste, ça m'intéresse encore plus qu'on pourrait se reparler de ça. C'est un sujet très chaud pour les notaires. Les honoraires que les notaires chargent. Moi, on est 5 notaires, on a des avocats aussi à notre bureau, mais il y a plusieurs clients qui viennent nous voir, puis c'est même pas qu'un notaire a un bac en droit et une maîtrise en droit. Ils sont comme, ah oui, vous avez un bac en droit. Ils connaissent pas ça, malheureusement. Puis il y a beaucoup de clients qui ont encore des attentes de dire, quand je passe chez le notaire, j'achète une propriété, ça coûte 2000 $. Ce n'est plus la réalité. Il y a encore des clients qui pensent que le vendeur n'aura pas des frais chez le notaire. Donc, il y a beaucoup d'éducation qui doit être faite, qui doit être mise en place. Puis c'est ça, une des réalités en pratique privée, c'est que les plus jeunes notaires qui sont pas nécessairement aussi des gestionnaires disent c'est vraiment difficile de faire des sous en tant que notaire parce que c'est difficile d'instaurer nos frais, c'est difficile d'expliquer le service qu'on passe, qu'on fait tout le long du dossier. Donc, ils se font challenger, puis je pense qu'ils sont peut-être pas à l'aise ou outillés pour ça. Donc là, ils disent, mais on fait pas assez d'argent, mais pourtant, si on a une juste valeur puis on sait comment charger, ben à ce moment-là, tout va bien aller. Tu sais, on a quand même 4 bureaux, nous, ici, actuellement. On a des gens qui viennent de partout du Québec venir nous voir, puis ils font la route, puis ils comprennent qu'il y a une valeur. Fait que ça, c'est vraiment un enjeu, puis j'aimerais vraiment reparler de ça, la facturation chez le notaire. Parce que souvent, juste pour une acquisition, ça prend environ 10 à 15 heures faire un dossier, là. Puis juste de frais pour acheter une propriété, on a presque 1000 $ de frais. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain budget alloué au notaire. Il faut qu'on le travaille. Donc, quand il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais je peux pas charger, j'ose pas, on se fait challenger », c'est que je pense qu'il y a une méconnaissance dans notre domaine. Puis ça, c'est aussi une autre des raisons pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en pratique privée. Il y a l'ami Ghislain qui est évidemment notre expert en immobilier en résidence que je vois hocher de la tête là. Depuis tantôt. Vous le voyez pas, mais... je t'écoute puis je dis « Hey, c'est tellement vrai. Ouais. Juste pour vendre une maison, il a fallu que j'attende 1 mois et demi après mon notaire parce que il n'y avait pas le temps. Et il y a eu une annulation là, dans 1 mois et demi, tu as une place. Sinon, ça va prendre 2 mois avant qu'on soit capable de passer chez le notaire, comme on dit en bon québécois. Fait que je le comprends. Il manque de notaires au Québec pour toutes les transactions. J'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que vous nous disiez, on suit des cours en droit, il n'y a pas de notaire. Ben, je comprends, ils sont tellement dans le jus, ils n'ont pas le temps d'aller enseigner. Mais là, s'il n'y en a pas qui enseignent, il n'y en a pas qui s'intéressent pendant qu'ils sont à l'école. Fait que ça crée un problème un peu de relève. Puis je crois que comme beaucoup de ces professions libérales, Maître Bourassa, c'est une profession, vous dites le conseil d'administration est très jeune, je vous crois sur parole, mais c'est une profession qui est vieillissante. Là. Moi, j'ai vu des notaires, plusieurs ces dernières années, fin soixantaine, j'aurais envie de dire, qui s'accrochent. Mais on va voir certainement plusieurs centaines d'entre eux quitter la profession au cours des prochaines années, possiblement dans les régions. Ça va créer toutes sortes de problèmes d'accès, encore une fois, autant pour la propriété foncière que pour toutes les questions de succession dont on parle. Bref... vous avez raison. Si je peux renchérir sur ce point-là, en fait, c'est que aussi une des réalités de pourquoi que les notaires un peu plus, qui sont environ dans la soixantaine, qui décident de prendre leur retraite, c'est que la Chambre des notaires a décidé de faire un vrai virage technologique.
même moi qui a 8 ans de pratique dans le nez, honnêtement, moi, quand j'ai été éduquée, qu'on m'a enseigné, même en pratique privée, tout était papier. Donc, même pour moi qui est quand même jeune, qui est habitué un peu de travailler avec le techno, ça a même été quand même difficile pour moi de faire ce virage-là. Donc, c'est certain, par respect pour les notaires de pratique depuis 30, 40 ans qui ont juste été papier, ils n'ont pas envie à 63 ans, 65 ans de commencer à s'adapter à ce virage-là qui devient obligatoire pour notre pratique. Donc, il y en a beaucoup qui prennent leur retraite. Et là, on est aussi dans cette réalité-là qu'on a encore plus besoin de notaires. Et c'est tellement une belle profession. On accompagne le client dans plein de situations de vie. C'est tellement le fun, honnêtement. Tu sais, on fait vraiment la différence pour les gens, puis on le ressent. J'ai des clients que ça fait 3 générations qui sont venus voir. On a le grand-papa, on a le papa, on a le petit-fils d'exemple 25 ans qui vient nous voir. Tu sais, c'est un bel accompagnement pour la clientèle. C'est vraiment une profession qui est de cœur et proche des citoyens. Donc, c'est vraiment une considération admirable. Elle va te convaincre, là. Ah, écoute, moi, elle s'enligne, là. Je n'attends que ça. Je parlais avec Pierre-Olivier Zappa plutôt d'une réorientation de carrière comme pilote de ligne. Là. Ça, c'est une alternative, mais finalement, le notariat. Je pourrais peut-être signer des actes de vente en pilotant mon A340. Tu sais, je joins l'utile à l'agréable. Je retiens quand même qu'il y a peut-être une petite étude économique à vous proposer sur la rémunération des notaires, Maître Bourassa, mais je ne ferai pas trop de promotion indue de mon expertise. Plaisir d'avoir eu la chance d'échanger avec vous et on va évidemment continuer de suivre le dossier là, des successions. Je peux vous dire que ce qui a été fait par le journal ces dernières semaines a généré énormément de réactions, de témoignages. De mon côté. J'imagine. Et puis, bon, c'est paradoxal parce que j'ai l'impression que tout ça aussi était d'une certaine façon, une vaste opération de promotion pour les notaires du Québec et avec tout respect, je sens que vous allez être occupés en 2026 si même une fraction de ces auditeurs et de ces lecteurs passe à l'acte. En tout cas, j'incite les gens à faire leur testament, à faire leur mandat, évidemment à recourir au notaire pour toute autre circonstance. Puis en attendant d'avoir la chance de se reparler, Stéphanie Bourassa, je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans vos poches. Je me tourne vers Ghislain. Tiens, on va changer un petit peu l'ordre habituel. Ghislain, tu voulais parler et je trouvais ça très intriguant. Quand arrive le moment de renouveler son hypothèque, on a un solde, peut-être de quelques centaines de milliers de dollars et parfois, on constate qu'à côté, on a aussi bien investi notre CELI, par exemple, puis on se dit, coudonc, je pourrais prendre cet argent-là, puis le mettre là, puis j'aurais plus d'hypothèque. Tu sais, ce qui est des fois un peu le rêve de certaines personnes. T'expliques évidemment que c'est à chacun de prendre son choix, mais ça dépend finalement. Puis j'aimerais un petit peu que tu nous passes à travers ta démarche, ta réflexion, à savoir est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser des actifs, notamment ceux du CELI, pour rembourser une hypothèque. Dans l'article, je parle de Jean qui a une maison à Terrebonne, qui a 260 000 qui reste d'hypothèque. Il est rendu à son renouvellement et il y a 100 000 de côté, puis il y a 160 000 qui a réussi avec les gains dans un CELI. Le plafond de cotisation CELI, c'est 102 000? 102 000, exactement. 109 000 l'année prochaine. Il a fait de très bons rendements dans son CELI, lui, depuis toutes ces années. Fait que là, il se demande, est-ce que je dois rembourser mon hypothèque ou est-ce que je dois garder mon CELI et être capable d'en profiter pour ma retraite, bien sûr. Mais la question se pose souvent, il y a un côté émotionnel là-dedans. Premièrement, est-ce que tu veux avoir plus de dette, plus d'hypothèque, absolument plus rien, même si tu n'auras pas l'augmentation du CELI, parce qu'on n'oublie pas que le CELI, tu n'as pas d'impôt à payer sur les gains que tu as là-dedans. Et il y a des gens qui, les dettes, ça leur pue au nez. Mes parents, moi, ils ne voulaient pas avoir aucune dette. Tout était payé comptant. Et il y a des ils gens... doivent pas être fiers de leur fils. Hein? Non, surtout que je le dis là. Ils t'ont déshérité. En fait, tu dois en avoir un peu des dettes, j'imagine. J'ai plusieurs millions. 2-3 dollars, quand même. Je blague, mais... Ouais. Fait que ça, il y a des gens qui veulent pas avoir de dette. Fait que là, ils vont choisir ça, puis ils vont oublier le côté, on va dire, stratégique, le côté calcul là-dedans. Mais si tu regardes ton hypothèque, mettons que tu as une hypothèque à 4 % puis ton CELI te rapporte 2 %, mais là,
si tu n'es pas capable d'avoir un rendement plus élevé, ben là, ça vaut à peine d'aller rembourser, peut-être pas au complet, mais aller en rembourser une partie. Le 2% dans un CELI, il faut vraiment... il faut pas que tu fasses... Faut pas travailler fort. Non, c'est ça, des gens CPG, là, on va dire. Puis, et encore. Mais c'est un exemple. Tu peux t'en trouver des CPG mieux que ça. Là, mais si ton CELI te rapporte plus et que tu es capable de continuer à payer ton hypothèque, moi, je recommande tout le temps, continue avec ton CELI, parce que dans 10 ans, j'ai fait un exemple, là, dans 10 ans, si tu as un CELI de 160 000, présentement, tu as un CELI de 160 000, tu as 6 % de rendement dans ton CELI, mais dans 10 ans, tu vas avoir 286 000 que tu vas pouvoir sortir sans C'est ça, impôt. c'est que d'un côté, même si le taux, puis j'aime bien toujours comparer, même si le taux est le même, d'un côté, tu vas avoir du rendement qui va être composé. Ouais, de l'autre, l'économie de taux d'intérêt, taux hypothécaire, lui, est dégressif. En fait. C'est-à-dire qu'à mesure que le paiement diminue, tu payes un montant de moins en moins grand. Fait à taux égal, t'es mieux de prendre le placement et la dette que 0-0, non? Oui, exactement. Tu as 100% raison. Parce que l'hypothèque, c'est une dette, mais on appelle ça une bonne dette. OK? C'est pas comme une dette de consommation. Et ton CELI, tu as bien plus souvent, tu as plus de chances de faire un rendement dessus que d'aller payer ton hypothèque. Et c'est un article qui a été très, très populaire dans le Journal de Montréal. C'est très, très pratico-pratique. Pour un propriétaire québécois moyen, là, plutôt qu'un cas extrême, c'est sûr qu'il y a comme un désir de sécurité, là, des fois, de dire, tu sais, je vais, sans dire comme tes parents, là, je veux pas, bonjour les parents de... Donc, à chaque épisode, je salue des parents, mais sans dire pas de dette, tu sais, d'avoir un taux d'endettement moins grand, ça peut être sécurisant quand même du point de vue strictement psychologique. On fait quoi dans ces circonstances-là? Et surtout le type de travail. Si tu as un travail que ça fait 15-20 ans que tu as le même travail, il est garanti ou à peu près garanti, parce qu'il n'y a plus rien de garanti, là, mais jusqu'à ta retraite, mais ça, il y a moins de risques. Mais si tu es saisonnier ou ça fait 8 fois que tu changes de job dans les 10 dernières années, là, ça vaut la peine de voir autre chose et de peut-être diminuer ton ratio. Mettons que tu es chroniqueur économique. Là. Chroniqueur économique, moi, j'ai aucune inquiétude pour toi. Qu'est-ce que t'en penses, Emmanuel, toi? Ta confiance me va droit au cœur, Ghislain. Faudra qu'on jase de ça un de ces cas. Tu parles de stratégie hybride aussi, de peut-être pas être tout un ou tout l'autre. Ça ressemble à quoi, une stratégie hybride? C'est que tu peux aller garder ton CELI, une partie de ton CELI, et d'aller en rembourser une partie de ton hypothèque. Et dans notre cas de Jean de Terrebonne, lui, il y avait de l'argent comptant aussi. L'histoire ne dit pas s'il y avait de l'argent comptant qui rapportait rien. On suppose que... Sous le matelas il était quelque part. Mais fait que dans son cas, il peut aller rembourser un 100 000. Fait que de 260, il tombe à 160 000. Et peut-être aller prendre un peu de CELI. Mais je te dirais, Francis, c'est beaucoup du cas par cas. On n'est pas capable de généraliser rien parce que ça dépend de tes rendements, ça dépend de ta job, ça dépend de comment tu es sécuritaire. Ça dépend de ton âge. Ça dépend de ton âge aussi. Si tu es rendu même. à 63 ans, 65 ans, ben tu veux essayer de diminuer aussi tes... L'horizon de placement ne sera pas le même, etc. Ouais. C'est intéressant. Emmanuel, je me tourne vers toi parce que tu es ma spécialiste invétérée du CELI, mais un CELI, là, comme dans le cas de... C'était quoi son nom? Jean. Jean. On retirerait le 160 000. On regagne le droit de cotiser l'année fiscale suivante. Du 31, là, c'est ça? Il faut attendre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. De l'année en cours. Donc, mettons... Et puis, je pense que bien souvent, on dit que quand on doit faire un retrait dans un CELI, idéalement, si tu le sais à l'avance, idéalement, on le fait le plus tard possible dans l'année parce que de façon à pouvoir basculer à l'année suivante. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que Jean, il pourrait, dès l'année suivante, commencer à remettre un 1000, puis réaccumuler son plein droit, là, son 109 000, que ce soit à partir de 2026. Donc, c'est pas perdu. Contrairement au REER, qui, si tu le retires, là, tu perds tes droits de cotisation vitam aeternam. Tout à fait. Ça, c'est à bien considérer. Ça se dit, je verrais ça un peu bizarre, retirer son REER pour payer une hypothèque, parce que là, tu vas payer l'impôt, là, effectivement. Merci beaucoup, Ghislain. Comme d'habitude, on apprend plein de belles choses. Emmanuel, on fait un peu de millage sur notre invité plus tôt. Ouais. Un testament, c'est pas un secret.
Non. C'est quasiment un bon titre pour l'épisode. C'est vrai, le testament, c'est un secret. Parce que ça devrait pas être un secret. Tu l'écris, tu le dis, parler de son testament avant de mourir. C'est pas un truc qu'on fait en catimini avec le notaire, puis qu'on attend le dévoilement de l'enveloppe devant témoin. Là. Idéalement, on en informe nos héritiers, notre liquidateur. C'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire. Pourquoi tant de gens repoussent la discussion autour du testament? Parce que ça fait peur. C'est un tabou déjà, bien souvent, la question du testament. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de gens qui repoussent le moment de faire leur testament, parce qu'on n'a pas... De le faire, dans un premier ne serait-ce temps, que le faire. On n'a pas envie de penser à sa propre mort. Et puis après ça, je sais pas, peut-être qu'on craint de susciter des conversations délicates, mais pourtant, c'est ce qu'on devrait faire justement pour éviter les mauvaises surprises et les déconvenues au moment de la lecture du testament. Par exemple, et ça permet de préserver les relations familiales à long terme aussi, parce que si on n'explique pas, par exemple, pourquoi j'ai légué tel bien à mon enfant, à telle personne, ou que j'ai légué une grosse somme d'argent à une fondation qui défend une cause qui est importante à mes yeux, ça va créer, au moment de la lecture du testament, ça va créer des disputes, ça va créer des incompréhensions, des frustrations envers la personne décédée aussi. Donc, c'est toujours mieux d'en discuter avant. C'est intéressant de le faire aussi pour répondre aux besoins des proches, parce que peut-être que toi, tu as décidé de léguer ton chalet à ton fiston Théo, mais qu'en fait, c'est ton autre fiston qui préférait l'avoir et que Théo ne le voudrait pas. Ils s'entendent pas. C'est ça, ils s'entendent pas. Ouais. Donc, c'est mieux de savoir, parce que peut-être que la personne à qui tu veux léguer ton chalet préférerait avoir un autre bien, une de tes voitures de collection, par exemple. Voilà. Luc Poirier et moi, on n'a rien à dire à ce sujet-là. Mais blague à part, donc des tensions familiales, des erreurs qui peuvent survenir, comme celle que tu mentionnes, si c'est pas dit. Mais là, je me demandais, tu sais, bon, moi j'ai 2 enfants, puis de la génération de mes parents, tu sais, des familles parfois plus nombreuses, des 5, mais ma mère, ils étaient 11, là, tu sais, bon. 6 chez moi. 6. Tes parents sont-ils encore en vie, justement? Oui. Tu fais quoi? Tu les prends un par un, puis tu leur expliques? Idéalement, on prend tu tout loues le monde une en salle, même temps. tu montes un PowerPoint, chers enfants. Non, mais tu sais, on blague, mais concrètement, tu sais, déjà, tu dis, c'est un tabou, c'est difficile à approcher, mais mettons que tu avais à donner un conseil aux parents de Ghislain, là, tu sais, c'est-tu de prendre chaque enfant un par un, puis de lui dire, écoute, j'ai fait mon testament, voici, ou c'est d'avoir comme une rencontre un peu difficile, mais... ça dépend. Ça dépend, mais un bon conseil, c'est si on est vraiment mal à l'aise avec ça, une bonne idée, c'est de se faire accompagner. D'ailleurs, Ghislain, je pense que c'est ce que tu as fait avec un notaire, un planificateur financier. Ça permet d'amorcer la conversation. Je propose mes services si jamais vous voulez. De façon neutre. Je viens avec vous. Hey, votre mère, là, elle veut vraiment vous donner le chalet. T'as vraiment besoin d'arrondir les fins de mois. Alors, je blague. Toi, de toute façon, Ghislain, on je suis sûr que je serais bon en plus. Ah oui, c'est sûr. Je suis sûr. Là, il faudrait qu'on se parle. Déjà, tu dis bonjour à tous les parents, tu sais, déjà. Tu es en train de te constituer une clientèle. Mais toi, Ghislain, tu avais invité qui? Ton planificateur financier. Ouais. Puis ça, c'est toi avec tes enfants. Moi, avec mes enfants, planificateur financier. Ils ont entre 25 et 30 ans. Puis mes parents, comment ils l'ont fait? Ils disent, c'est pas compliqué, là. Ils disent, vous prenez tout ce qu'on a, vous vendez tout et vous splittez en 6. Est-ce que tes frères et sœurs sont tous aussi finance non, que pas toi? Du tout. Non, pas du tout. Je suis le plus finance. Le plus financier de la gang. Fait que, parce que tu nous en as parlé il y a quelques épisodes, mais c'est sûr que quand il y a, j'ai envie de dire, une asymétrie, là, il y en a qui sont cardiologues et d'autres qui sont en finance, mais quand tout le monde comprend pas la finance, puis la question et puis tout le monde n'a pas les mêmes moyens non plus. Non, évidemment. Si pour respecter l'équité, par exemple, un parent va décider de léguer la même somme d'argent à ses enfants, mais il y en a un qui est chirurgien cardiaque et puis l'autre qui est, je sais pas, technicien en comptabilité. Donc, il y a une énorme différence dans les revenus. Mais pour aider, par exemple, la personne qui a le moins d'argent, on va lui laisser plus d'argent. Mais par contre, l'autre personne va sentir qu'il y a une inéquité là-dedans. Donc, ça risque de créer des chicanes. Et puis, peut-être un dernier point là-dessus. En parler avant, ça permet aussi d'être au courant des défis financiers immédiats de nos enfants. Par exemple, si on sait que un enfant a besoin d'argent maintenant pour sa mise de fonds, peut-être qu'on pourrait faire un don du vivant, lui donner tout de suite l'argent dont il a besoin, et puis après ça, ajuster le testament en conséquence. Donc, lui donner moins au moment du décès, mais lui donner l'argent dont il a besoin maintenant. On fait des blagues, mais moi, j'ai écrit un article aussi dans le dossier sur les successions du journal, puis j'ai
parler de mon expérience. Mon père n'avait pas de testament, pas de mandat. Il est décédé après 10 ans d'Alzheimer. Ça a été toute une aventure. Mais ça fait longtemps. Là, j'en retiens pas de peine particulière, mais ça reste que ça a été très compliqué. Puis je voulais réagir à ce que tu viens de dire parce que, bon, je suis le plus âgé de la famille. Je réussis bien dans la vie. Et justement, il y avait toute une catégorie d'actifs, des placements à terme, des liquidités, des biens immobiliers. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de valeur, mais c'était comme un peu disparagé en différentes affaires. Puis j'ai pris le leadership un peu parce que, comme toi, dans ma famille, je suis le gars qui parle de finances. Mais fait que moi, j'ai hérité de tout ce qui n'était pas liquide parce que j'en avais pas besoin. Non, mais tu sais, fait que j'ai hérité de placements qui arrivaient à échéance dans 3-4 ans, puis de cossins de main, puis tu sais, des CPG que t'es pénalisé. Et mon frère et ma sœur, qui étaient plus jeunes, qui n'avaient pas encore accédé à la propriété, eux, ils ont eu ce qui était, ils ont eu un virement dans leur compte carrément le lendemain, le jour que ça a été disponible. Et donc, nous, on était jeunes, on s'entend bien, mais c'est sûr que dans des familles où tu as plus de frères et sœurs qui sont peut-être plus âgés, ça peut créer effectivement des conflits. Donc, on parlait avant pour expliquer les raisons pour lesquelles on fait ceci ou cela. C'est une bonne idée pour voir aussi la façon dont les gens réagissent. Si on voit que ça crée une très, très mauvaise réaction chez un de nos enfants, par exemple, on peut toujours rectifier le tir au lieu d'attendre d'être décédé, que là, tout le monde se chicane autour de la table et que les frères et les sœurs soient fâchés. On peut anticiper, on peut faire les choses en amont, on a la possibilité de le faire tant qu'on est encore vivant. Donc, c'est une bonne idée, de faire son testament et d'en parler. Tu vois, avec la belle-mère, moi, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Conseil de famille. Et ma conjointe a décidé de laisser son héritage à ses 2 frères parce qu'ils étaient plus dans le besoin que nous autres. Fait que quand ça se parle avant... Des fois, il peut y avoir des solutions, c'est ça? Oui, quand ça se parle avant, là, c'est parlant. On est capable d'aider des gens aussi avec ça. Là. Par contre, ta conjointe aurait peut-être mal réagi si tes parents avaient considéré de laisser tout l'argent aux frères qui sont moins bien nantis. Elle a préféré, elle a choisi de son propre chef. Mais si on lui avait imposé, peut-être qu'elle aurait mal réagi parce qu'elle aurait pris ça. Elle aurait pu se dire, mon Dieu, mes parents m'aimaient moins que mes frères. C'est une chose de prendre une décision, c'en est une autre de subir. Exactement, effectivement. Puis j'ai envie de dire, c'est drôle, j'ai parlé évidemment, on a beaucoup parlé du sujet ces dernières semaines en raison de ce vaste dossier, mais j'ai eu une conversation au micro de Richard Martineau plutôt en décembre et un truc qui m'a frappé à la lumière de ta chronique, c'est qu'en fait, on a perdu cette habileté de parler de succession puis de testament que t'es française, Emmanuelle. J'en parlais avec Richard à l'époque de la Révolution française. Il y a 200 ans, tu lis la littérature française classique, tous les grands auteurs parlent de ça, mais comme de manière totalement transparente. Je sais pas si c'était un reflet fidèle de la réalité, mais tu sais, dans Balzac, dans Molière, dans Flaubert, c'est comme je vais voir ma vieille tante sans enfant, puis je lui dis j'hériterai un jour de ta rente. Puis, on comptait tout c'est sur très casual, puis c'était comme l'héritage, ça se passe, puis tu sais, évidemment, c'était l'aristocratie, le patrimoine, les châteaux, mais c'est comme si 200 ans plus tard, ça avait été tranquillement glissé dans le domaine du tabou. Puis j'ai envie de dire, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi outillés pour parler de finances qu'aujourd'hui. Je veux dire, ce balado en témoigne. Je veux dire, il n'y avait pas de balado à l'époque de Louis XVI. Et tu sais, des fois, je vois des parents, notamment, qui peut-être justement ne comprennent pas plein d'affaires. Est-ce qu'ils ont pris une assurance vie pour couvrir la fiscalité? Et donc, je me dis peut-être que d'en parler, ça aiderait à mieux préparer, à mettre en place de meilleurs outils, à partager de la connaissance à la limite. Mais vu que c'est tabou, ben là, on attend que la personne meure, ce qui est inévitable. Puis là, on verra bien. Tout à fait. Les dés sont jetés. On verra bien ce qui se passe. Donc, on vous invite à vous abonner dans vos poches. Dans vos poches. Yes, plein absolument. de conseils. Puis ça permet d'optimiser la fiscalité aussi. À l'avance, justement, tu parlais d'assurance vie pour permettre aux héritiers de payer l'impôt qu'ils devront payer sur ce qu'ils vont recevoir. On peut mettre en place il y a d'autres possibilités, fiducie familiale, gel successoral, etc. Mais si on n'en parle pas, c'est nos héritiers qui vont être coincés avec ça et puis ça va pas être agréable. Oui, effectivement. Puis la dernière chose qui moi, m'a quand même beaucoup frappé, c'est, tu dis, au-delà des aspects techniques là, dont on parle, patrimoine, fiscalité, tout ça, parler de son testament, c'est aussi transmettre des valeurs. Tout à fait. Puis ça, je trouve ça quand même beau. Petite tranche de vie, mais moi, j'ai fait mon testament il y a quelques années, j'ai des enfants, j'ai une propriété, mais j'ai décidé, puis tu sais, ils l'apprendront en nous écoutant, mais tu sais, je vais donner quand même une certaine somme à la Fondation Mira. C'est une fondation cause qui me tient à cœur. Puis, tu sais,
sur l'ensemble de ce que je vais léguer, c'est peut-être pas tant que ça, mais et donc, tu sais, quand mes fils seront assez grands, je vais leur expliquer que, gars, papa, un jour, il va mourir, puis il y a comme ces sous-là qui seront pas pour vous, tu sais, ils vont être pour aider une autre cause. Et donc, c'est parler de ce qui nous tient. Ouais, mais tu sais, fait que je veux pas me grandir là-dedans, mais ça fait partie de ce qu'on transmet, aussi ce qui nous est important, à la lumière de ce qu'on lègue à l'autre. Tout à fait, on transmet un patrimoine physique, de l'argent, des biens, des meubles, mais on transmet aussi notre patrimoine spirituel, les causes qui nous ont tenus à cœur. Bon, toi, Simira, pour d'autres personnes, si on a perdu quelqu'un dans son entourage, on peut faire un don à une fondation, cancer du sein, peu importe, Alzheimer, etc. Mais c'est bien de transmettre ça à nos enfants. C'est notre boulot de parents aussi, je crois. Oui, puis c'est en tout cas, on pourrait en parler des heures, mais tu sais, moi, j'ai hérité de presque rien, puis je me dis, coudonc, mes fils, même si je mourrais demain matin, ils hériteraient de plus que ce que moi j'ai reçu. Fait que, tu sais, même si j'en donnais une grande partie à plein de causes, tu sais, ils vont quand même avoir un leg up dans la vie. Numéro de téléphone, 514. Mais tu sais, pour moi, c'est justement penser aux conditions dans lesquelles vous avez reçu éventuellement un peu ce cadeau, hein, parce qu'un héritage, c'est aussi ça. C'est quelque chose que quelqu'un d'autre a accumulé puis qui n'a pas vu l'usufruit, là. Ben, tu sais, comparez-vous, puis ultimement, si vous avez la possibilité de le faire dans un testament, ça peut être bien de donner aussi. Puis ça, on n'en a pas tant parlé de la philanthropie après le décès, mais pour moi, ça fait partie des quelque stratégies chose qui fiscales me fait, aussi. des stratégies. Oui, absolument. Je le voyais plus du registre des valeurs, mais oui, ça permet d'optimiser. Au plancher des vaches. Merci beaucoup, Emmanuel. Écoutez, j'espère que vous avez tous et toutes trouvé quelque chose pour vous à travers tout ça. C'était évidemment encore un très bel épisode qui complète notre saison régulière. On aura une revue de l'année la semaine prochaine. Si vous avez des questions, souhaitez des informations sur les sujets discutés dans cet épisode, consultez nos pages, la section argent du Journal de Montréal, ou écrivez-moi. Je me pose en victime de ces critiques, commentaires et autres. Que vous soyez les parents de Ghislain ou la mère d'Emmanuel, francis.gosselin@quebecoismedia.com. Je salue l'équipe en studio pour la production, le montage, la location des équipements. Philippe, Jeff, merci. Vous pouvez leur écrire à pub@cube.ca. Le balado est disponible en vidéo, en audio, sur pas mal toutes les bonnes plateformes, sur cube.ca et sur YouTube et ailleurs. Puis évidemment, dans vos poches, c'est aussi diffusé à la radio et à la télé, sur la chaîne Cube les samedis à 7h et les dimanches à 10h. À bientôt pour un prochain épisode.